Hello there, colleagues, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to present on digital health. Where are we now? My name is Andrew Coates, and I'm president of the Heart Failure Association of the ESC. Here on my next slide are my disclosures. When we all think about digital health, we think of a number of things. We think about physiological monitors that patients can measure themselves, maybe blood-borne blood tests done by near-patient testing, or even implantable devices. But we also have apps and overall systems, and perhaps we think of the future of an implantable device that both measures and controls drug delivery in a complex way. However, there are multiple aspects to digital health in heart failure. We have sensors, we have telemonitoring capability, we have wearable devices, integrated apps, but importantly, we need integrated solutions and to harness the potential of big data to get the biggest signal we can and the biggest information out of it, and perhaps produce a digital phenotype of patient that can more accurately guide treatments in the future. This is a very important systems problem, and it goes beyond the individual doctor or patient interaction. So we need to take a systems perspective. This analysis done by KPMG looks at the overall healthcare system at an organizational level, at the level of professional groups, doctors, nurses, and other healthcare professionals, how they interact with each other, with the patients and with the system, and of course, patient factors, their ecosystem, who supports them, how they interact, and how they interact with the data and healthcare professionals. All of those are important to analyze when we try and change the system. We must also recognize that there are barriers to implementation. There is no point just developing a new way of doing a single element if we don't see how it will be incorporated into the overall system. And that there is sometimes a desire to keep the old legacy system while having a new system bolted on top. So we really need to look at what stakeholder perceptions are, concerns about legal, ethical, or security limitations, other barriers such as the inability to change a system or to only do it piece by piece, and lack of interoperability or communication between different systems. Each of these has solutions, but we have to take a whole system approach if we are to get the true benefit of this healthcare. Luckily, there is support from the European Union, and the European Commission has recently developed a policy on digital healthcare with the aim of improving healthcare and creating a happier, healthier society, and identifying policy requirements to achieve those outcomes. So where have we got to so far? Well, first of all, we know that COVID-19 has caused a dramatic increase in the use of telehealth because of the unwillingness of doctors and patients to meet face-to-face because of the risk of infection. And you see here telehealth mentions over 1/4 had a rapid increase once COVID-19 was there, and that was maintained throughout the year. However, whatever the good potential is, we need to occasionally sit back and see, are we achieving results? And the best way to do that is with long-term randomized controlled trials to demonstrate the benefit. Such trials have been done, and for one aspect, telemonitoring support for patients with heart failure, we see in this Cochrane systematic review a significant benefit, prevention of heart failure hospitalizations at emergency with about a 15% reduction, with a highly significant result. It's important also we realize which patients will take this up. And I guess we all have the perception it's the younger patients who will be more familiar with data sharing through social media and other technologies. However, what this telehealth experience survey has shown us is that a high percentage of patients are actually using some form of telehealth already. And there's remarkably little difference between the generations, baby boomers in their 60s, 70s, and 80s, Gen X, millennials, or Gen Z. Also, in terms of health experience, whether the consultation is by phone, by messaging function, or by video visits, we also see similar use, increasing use, and really a reasonable uptake of this, given how recent it relatively is for healthcare, particularly for the older subjects. In terms of future willingness to use, it's also surprising that the older generation is very close to the younger generation in terms of a willingness to use some form of telehealth
post-COVID into the next few years. We see about 2/3 of patients, irrespective of generation, is willing to see increased use of telehealth solutions. What we need is practical solutions that are easy to use. And there is one interesting one that you'll see presented later in this session, and that's the TeleCardio, which is a very simple user-friendly system through a smartphone where a message can be sent allowing a patient to log on, give some simple information, and thereafter communicate in a structured way with healthcare professionals, predominantly a heart failure nurse, that allows a simple way that doesn't require a very special system. So we believe with these developments, we will see a further expansion of digital health, and the benefits can be achieved, particularly for heart failure, which is a condition crying out for such an integrated system. Thank you very much for your attention. It's my pleasure to meet you and speak to you today. Bonjour. Eh bien, pour une fois, on va pouvoir dire que la France est en avance grâce à ce topo sur la télémédecine. Alors, juste quelques mots sur mes liens d'intérêt. Surtout, il faut se souvenir qu'à chaque fois qu'on parle de télémédecine, on se dit que c'est extrêmement... Dans la réalité, la télémédecine, c'est très simple. Et que comme le dit la définition simplement de Montréal, c'est que c'est l'utilisation de la technique d'information et de communication pour donner ou apporter ou aider à la santé quand il y a de la distance entre les participants. En pratique, la France, très tôt, s'est intéressée à découper cette e-santé en 3 grands éléments. Le premier élément, c'est la médecine prédictive, ce qu'on appelle les big data, avec l'analyse des facteurs de risque, avec l'analyse de la qualité du système de santé. Et par exemple, en ayant recours à data, eh bien, l'Assistance publique Hôpitaux de Paris a recalculé ses besoins en lits dans le futur hôpital Nord en ayant augmenté de plus de 100 lits sa capacité en fonction des analyses de la population environnante. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le health wellness, c'est-à-dire la bonne prise en charge, mais plutôt par le patient. Et vous voyez en haut à droite la fourchette connectée qui était l'élément phare d'il y a 2 ans, où plus vous mangiez, plus la fourchette bougeait, moins vous pouviez manger. C'était le remède miracle contre l'obésité. Bien sûr, ça n'a pas marché. Par contre, ça peut aider dans le e-learning, dans les outils connectés, dans la remontée d'effets secondaires et en particulier maintenant dans notre campagne de vaccination, vous allez voir que ça va être probablement un élément clé et de plus en plus dans la perception du soin médical parce que ça y est, les textes de loi sont passés. Dans une certaine mesure, les médecins peuvent faire de la publicité sur leur capacité. Et enfin, au milieu, vous avez la télémédecine avec ses différentes composantes, téléconsultation, téléexpertise, télésuivi ou télémonitoring, qui en pré-Covid étaient uniquement ciblés sur les maladies chroniques. Alors, un exemple du big data dont on parle beaucoup et on a l'impression qu'il ne touche jamais, si vous allez sur le site www.ccube.fr, c'est un site gratuit créé par le ministère que j'ai lancé et qui vous permet simplement en 3 clics, pour chaque pathologie, depuis l'orthopédie jusqu'à l'insuffisance cardiaque, de déterminer non seulement la mortalité intra-hospitalière, les taux de réhospitalisation pour le même diagnostic et tous les actes faits. Et ça, vous l'avez automatiquement sous forme graphique. Et ici, vous voyez l'impact de l'âge sur la mortalité en Île-de-France. Autre élément important, c'est de se dire qu'il n'y a aucune limite technique à la télémédecine. Les seules limites qu'on peut avoir, c'est des limites en fait organisationnelles. Et là, vous voyez des échographies qui sont faites dans la station spatiale. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça marche pas? En fait, le gros élément, c'est de se dire, est-ce que ça marche dans la vie réelle? Et là, je vous présente une étude qui est rarement montrée sur 238 groupes de médecins généralistes qui ont suivi 15 000 patients. Au total, ils ont recruté 3 500 patients qui vont être randomisés en fait entre un groupe télémédecine, un groupe pas de télémédecine dans la vie quotidienne du médecin généraliste. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une différence sur les admissions et les décès et qui a été marquée en fait et importante. Et vous voyez que les 2 courbes divergent assez vite. Alors, la télémédecine, ça n'est pas pour remplacer le soin, c'est en concurrence des soins. Et vous voyez, ce qui est un peu intéressant, c'est dans cette diapositive, vous voyez que finalement, on a recours à la téléhealth, à la télésanté dans le même cadre où on a le recours aux urgences. Parce qu'une grosse partie de la consultation aux urgences, ça n'est pas de la vraie urgence, c'est plutôt des choses assez simples où le patient a besoin de réassurance. Et là, vous voyez que les week-ends,
et les jours fériés, c'est là où la télémédecine est la plus utilisée et au même titre que tout ce qui va être les urgences. Et ce qui est intéressant dans la partie droite de la diapo, c'est que vous voyez que quand vous avez recours à la télémédecine, vous avez nettement moins besoin de revoir votre médecin pour le même diagnostic assez rapidement. Pourquoi ? Parce que la télémédecine, c'est des choses où finalement le patient n'était pas en danger, n'avait pas besoin la plupart du temps d'une prise en charge spécifique. Mais c'est des patients qui auraient encombré nos urgences. Et c'est ça tout l'intérêt de cette technique qui s'associe maintenant aux soins. Alors vous allez me dire quoi, qu'est-ce qu'il en est à propos de la France ? Eh bien, il faut se souvenir qu'on a très très tôt travaillé sur cette médecine avec deux grandes équipes pionnières. La première équipe, l'équipe de Cardioverne, qui a beaucoup travaillé justement sur cette application en lien avec les infirmières, et l'équipe du SCAD en Normandie, qui, elle, était plutôt basée sur les hôpitaux. L'idée étant de mettre des infirmières d'insuffisance cardiaque dans chaque hôpital et d'utiliser un peu la nouvelle génération du Minitel de façon à prendre en charge le patient en lui envoyant des messages spécifiques. Et puis, la deuxième étape, ça a été les études plus larges, OSICAD, PIMS, toutes les deux basées sur les nouveaux modèles de télémédecine, avec en particulier la détection en fait assez précoce de motifs d'hospitalisation, avec des résultats assez mitigés. Pas d'effet sur la mortalité, pas tellement d'effet direct sur la réhospitalisation. Par contre, chose intéressante dans PIMS, on a une tendance qui montre qu'il y a moins de consultations en fait imprévues chez les patients suivis par télémédecine. Alors au-delà de ça, l'idée, ça a été de voir qu'est-ce qu'on pouvait monter à l'échelon national. Et là, en France, on a bénéficié depuis 2016 d'une expérimentation nationale sur des maladies chroniques. Et le but, c'était pas de savoir si la télémédecine marchait ou ne marchait pas, c'était de savoir si nous pouvions trouver un modèle financier qui permettait de nous offrir la télémédecine. Alors, qu'est-ce qu'ont donné ces évaluations ? Eh bien, la première chose, c'est que la téléconsultation, grâce à ça, est passée dans le soin commun, au même titre que la consultation physique. Et c'est donc au médecin de savoir si chez ce patient-là, qu'il connaît, qu'il suit pour une hypertension, dont il a l'automesure, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire déplacer ou on peut le voir à distance ou pas ? Et ça, c'est le choix du médecin. Le deuxième élément, c'est la téléexpertise qui remplace le fameux coup de fil à un ami, mais coup de fil à un ami qui ne nous protège pas sur le plan assurantiel, coup de fil à un ami où on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Là, très clairement, c'est une vraie avancée, mais c'est un peu limité par l'inertie médicale, mais surtout le circuit de paiement qui est très compliqué. Pour ce qui est de la télésurveillance, eh bien maintenant, on sait qu'on l'a beaucoup développé dans l'insuffisance cardiaque, dans le diabète et dans le monitoring de nos prothèses. Que ça soit simplement des défibrillateurs ou des pacemakers multisites. Et très clairement, ce qui est bien, c'est que le médecin reste au centre du choix de la technologie et du système. Alors, où en est-on en France sur ces expérimentations ? Eh bien, regardez, l'insuffisance cardiaque, à l'heure actuelle, on est à plus de 9 patients pour lesquels la télémédecine a été rémunérée. C'est-à-dire que tous ceux qui ont commencé il y a moins de 6 mois ne sont pas encore comptés dans ces chiffres-là. Donc, nous avons gagné ce pari. Probablement, en fin d'année, nous sommes à plus de 10 000 insuffisants cardiaques qui ont bénéficié de télésurveillance. Pour le diabète, on est à plus de 4 500 maintenant. L'insuffisance respiratoire, ça monte près d'1 millier. Et puis, regardez, finalement, au total, quand on prend avec les prothèses surveillées, on est quasiment maintenant à plus de 95 000 patients suivis. Et nous sommes le plus grand pays au monde à avoir monté ce type d'analyse. Alors, autre élément, il y a eu le Ségur de la santé. Et que dit le Ségur de la santé ? C'est vraiment de permettre d'avoir un périmètre et de fixer les principes du financement de la télésurveillance au même titre que le financement des actes de médecine classiques. Et donc, nous allons passer à un nouveau stade financier, véritablement le futur, pour intégrer cette télémédecine dans notre pratique. Alors, le Covid a très largement changé le modèle, avec une meilleure acceptation de la télémédecine par tous, l'intégration des outils de télémédecine dans les systèmes basiques de type de prise en charge de rendez-vous d'agenda, plus d'1 million de téléconsultations de fait, et surtout le développement de nouveaux modèles de télésurveillance, en particulier à travers Covidom, qui est un système innovant de télémédecine que j'ai créé en mars dernier et qui a permis de suivre plus de 800 000 franciliens avec une télésurveillance médicalisée en Île-de-France, et puis Télédom, qui va être l'utilisation des plateformes Covidom dans l'ensemble des pathologies aiguës, chroniques, pré-post-chir. Et donc, ce qui est important, c'est de voir qu'au fur et à mesure, on ne va pas développer une application ou un système, mais un écosystème avec des unités différentes, des objectifs différents, mais qui vont s'appliquer à toute la vie du patient. Depuis l'éducation, le coaching, jusqu'au suivi, ça peut être des pompes à insuline, mais pourquoi pas des patients transplantés. Alors, encore une fois, où on est, on va dire les challenges et puis les bénéfices. Quand on a lancé le téléphone, on se dit, mais c'est très beau, c'est super. Qui va s'en servir ? Ben, je vous le dis bien. Qui s'en sert maintenant ? Tout le monde. La société a changé, notre monde a changé.
La santé doit changer. Nous devons être ceux qui vont changer la santé. Sinon, nous ne serons que les objets, en fait, d'une évolution inéluctable du monde du soin. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc, je suis le docteur Picard, je travaille au CHU de Bordeaux dans l'unité de traitement d'insuffisance cardiaque et j'ai le plaisir de vous rapporter les résultats de la cohorte française des patients suivis par le système Satellia, qui est un système de télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec Satellia et je remercie par contre Servier et sa filiale WeHealth de leur invitation à parler à ce symposium. Donc Satellia est une web application qui est simple, pratique, ergonomique, facile d'utilisation, qui ne nécessite pas d'objets connectés. On passe par l'intermédiaire du smartphone du patient, de sa tablette ou de son ordinateur quand il est connecté, ou sinon simplement par le téléphone quand il n'est pas connecté. Le patient reçoit un SMS avec une fréquence qui est réglable, mais qui est par défaut à 2 fois par semaine. Et sur ce SMS, il y a un lien. Le patient clique sur le lien, il a accès à une page Internet sécurisée. Et ensuite, il répond à un questionnaire avec des questions sur ses symptômes, sa fatigue, son essoufflement, la présence ou non d'œdème. Et il renseigne ensuite son poids. Il se pèse sur sa balance et il note son poids. Il n'y a pas de balance connectée ou d'autres types de capteurs à domicile. C'est très simple d'utilisation. Quand le patient n'a pas de smartphone ou de tablette pour répondre, c'est l'infirmière de l'application qui l'appelle par téléphone et qui remplit le questionnaire avec lui. Donc les questionnaires sont remplis par défaut 2 fois par semaine et tout ça est pris en charge par l'assurance maladie dans le cadre de l'expérimentation étape. Alors voici comment ça se présente sur l'interface utilisateur. Donc vous avez une courbe de poids du patient par rapport à un poids de référence avec les variations de poids en fonction du temps, la réponse au questionnaire sur les symptômes cotés par le patient en fonction de leur intensité, et tout ça génère un score. Et ce score, en fonction du nombre de points, va ou non générer des alertes, et on reçoit donc sur le téléphone ou la tablette ou l'ordinateur de la personne qui effectue la surveillance des codes de couleurs: vert quand tout va bien, gris quand le patient n'a pas encore répondu, orange quand le patient est en niveau d'alerte orange avec un score modérément élevé, et rouge quand l'alerte devient vraiment sérieuse. On peut également utiliser par un simple clic des envois d'ordonnances de bilan automatisés. On peut envoyer des quiz ou des questionnaires aux patients via l'application. Donc l'utilisation est très facile, simple, ergonomique. Le programme Satellia a été co-développé au niveau du CHU de Bordeaux et a commencé son utilisation à partir de septembre 2018. Il a été mis en place par un anesthésiste du CHU de Bordeaux qui a créé sa start-up. Et puis progressivement, le système a été étendu à toute la France. L'utilisation se fait aussi bien par les libéraux que par les hospitaliers, par le privé que par le public. Et fin décembre, il y a actuellement 3527 patients suivis par le système Satellia en France au total. Donc 2743 encore en file active. Et puis certains patients n'ont pas eu de renouvellement de prescription ou sont décédés ou ont demandé à sortir du système. Ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis le confinement, il y a eu une nette augmentation des inclusions. Un certain nombre de patients ne sont pas connectés et ça ne gêne pas le fonctionnement du système puisque les infirmières de Satellia les appellent pour remplir avec eux les questionnaires en ligne. Et on est sur une population classique d'insuffisance cardiaque, principalement à FE réduite, 74 ans de moyenne d'âge, 67% d'hommes, et principalement plutôt des patients en classe 2, puisque tous les patients ne sont pas inclus par des services hospitaliers. Le taux d'observance de l'application est très intéressant, très bon, de l'ordre de 90% pour les réponses. Et voici représentées donc les inclusions depuis le début de la création. On voit que jusqu'au T4, T1, T2, T3, ce sont les trimestres. Donc on voit que durant l'année 2019, la fin 2018, les inclusions étaient entre 100 et 200 patients par trimestre. Et puis on voit que ça a nettement augmenté depuis le premier trimestre 2020, notamment depuis le confinement et l'élargissement des critères d'inclusion, et qu'on est maintenant entre 500 et 800 patients inclus par trimestre. Alors, il était important de reparler d'observance à la télésurveillance, puisqu'on sait que toutes les études ont montré que plus un patient est observant à sa télésurveillance, plus l'efficience du système est pertinente. Et même si un certain nombre d'études, dont aux ICAT, ont vu leurs critères primaires de jugement négatifs, ne pas atteindre la significativité,
sur des critères durs, notamment mortalité ou hospitalisation, le fait d'être observant à la télésurveillance améliore considérablement le pronostic des patients. Donc, c'est un peu le but de tous les systèmes de télésurveillance, d'être simple d'utilisation, pratique, et que les patients soient observants pour l'utiliser. Alors, le choix qui a été fait dans la plateforme Satellia, c'est de ne pas trop interroger le patient, ne pas trop le contraindre à se peser tous les jours ou à rapporter ses symptômes tous les jours, puisque on sait que ça fait partie des systèmes, les interrogations quotidiennes pour les instants cardiaques font partie des raisons pour lesquelles le taux d'observance diminue. Et donc, ce qui est intéressant dans la cohorte Satellia française, c'est qu'on a 90% de taux d'observance. Alors, on peut se demander, est-ce que des questionnaires à 2 fois par semaine sont suffisants? Est-ce qu'on ne va pas passer à côté d'un certain nombre d'alertes? Est-ce qu'on ne va pas méconnaître des dégradations de patients qui vont conduire in fine à un événement ou une hospitalisation? Et donc, pour répondre à cette question, on a évalué ça sur les 123 premiers patients de la cohorte bordelaise, donc qui ont été inclus entre septembre 2018 et avril 2020. Un suivi médian de 10 mois et demi, principalement des insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, des patients inclus en pré-hospitalisation, donc 70% des patients étaient en classe NYHA 3-4, et on a donc regardé les patients qui généraient des alertes dans le système par rapport aux patients qui ne généraient pas d'alerte dans la plateforme. Donc on a ainsi pu comparer 58 patients qui n'ont généré aucune alerte durant leur suivi par rapport à 65 patients qui ont généré des alertes considérées pertinentes, c'est-à-dire quand le patient ne cliquait pas sur la mauvaise touche ou ne rentrait pas une donnée de poids erronée. Et donc on se retrouve avec 2 groupes de patients, un groupe de patients dits stables, qui n'a pas généré d'alerte, et un groupe de patients instables, qui a généré des alertes. Il n'y avait pas de différence significative en termes de caractéristiques démographiques, même âge, même proportion d'hommes, même pourcentage de patients incidents, un fort taux d'hospitalisation dans l'année précédant l'inclusion, principalement des patients en classe 3, des patients plutôt sévères, une fraction d'éjection moyenne à 30%, un quart seulement de la cohorte de patients porteurs de cardiopathie ischémique, 20-25% de diabétiques, un peu plus d'hypertendus dans le groupe des patients instables, une proportion de patients en fibrillation relativement importante, entre 35 et 50%, forte proportion de défibrillateurs, une différence significative en ce qui concerne la resynchronisation pour les patients du groupe instable, et une sévérité de la maladie plus importante chez les patients instables, ce qui est assez logique, exprimé par un DFG plus bas et par un taux d'hémoglobine médian plus faible. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder les résultats. Quand on compare les patients qui ne génèrent pas d'alerte, en fait, ces patients font très très peu d'événements. On a une mortalité cardiovasculaire de l'ordre de 2% seulement, une mortalité totale de 3%, sur un suivi médian de 10 mois et demi, un taux de recours à une assistance à une transplantation de 3% et un taux d'hospitalisation de 10%. Et pour les patients qui génèrent une alerte, on est sur un taux de mortalité cardiovasculaire de 12%, mortalité toute cause de 15% et hospitalisation durant la période de suivi de 42%. Toutes ces différences sont très significatives. Donc, il y a eu quand même 2 patients qui ont fait des événements, à la fois d'hospitalisation, de mortalité, mais ces patients n'étaient pas tellement compliants. Donc, ils ont été considérés dans le groupe stable, ils ne généraient pas d'alerte, mais malheureusement, en fait, c'est que simplement, ils n'étaient pas du tout adhérents au système. Pour les patients adhérents, finalement, le fait d'avoir des interrogations espacées n'a pas nui à la qualité de leur suivi. On avait une observance dans la cohorte qui était très bonne, puisque plus de 84% des patients avaient une observance de plus de 70%, et près de la moitié des patients avaient une observance de plus de 90% de réponse au questionnaire. Donc finalement, des réponses un peu espacées ne semblent pas tellement nuire au suivi des patients, et c'est le pari qui a été pris par défaut dans l'application Satellia. Donc en conclusion, cette application, c'est un outil qui est réellement simple, très facile à utiliser, pratique, ergonomique, qui permet de faire une surveillance efficace des patients avec une très bonne acceptabilité à la fois pour les patients et pour les soignants. L'interface est vraiment très très simple et très, très ergonomique, très facile. L'échantillonnage à 2 fois par semaine, réglé par défaut, mais qui peut de toute façon être augmenté en cas de besoin, n'est pas si inintéressant que ça, puisqu'il permet d'avoir une bonne observance et ne laisse pas passer tellement d'informations ou d'événements à partir du moment où les patients sont observants. Et toute la cohorte est en train d'être analysée pour en tirer des données plus complètes. Je vous remercie de votre attention.